Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons nous demander ensemble ce qu'il se passe du côté du non-coté. Faut-il s'attendre à ce que le non-coté, donc le capital investissement, mais aussi la dette privée ou encore le financement des infrastructures, deviennent une classe d'actifs aussi populaire que les marchés financiers dans les allocations de portefeuille? Une question que nous allons poser à Paul Moreno-Blosville. Bonjour Paul Moreno-Blosville. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Opale Capital. Si on se pose cette question aujourd'hui, si on se demande si l'on va vers une Wall Streetisation du non-coté, c'est pour tout simplement parce qu'on voit de plus en plus d'acteurs, de grands acteurs des marchés cotés, notamment JP Morgan qui a annoncé la création d'une nouvelle division conseil dans le non-coté. Alors c'est régulier dans les grandes banques d'investissement, mais on le note quand même en ce début d'année. On voit également les gestionnaires d'indices, de grands indices internationaux qui commencent à s'intéresser au non-coté et à la manière dont ils vont pouvoir potentiellement accompagner les investisseurs du non-coté au moyen d'indices. On voit quelque part que les grands acteurs du coté regardent de plus en plus ce qui se passe du non-coté, peut-être en lien avec l'appétence des investisseurs pour cette classe d'actifs. Qu'est-ce que ça montre du monde du non-coté en ce début d'année, Paul Moreno-Blosville? Alors on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On commence par quoi alors? On peut commencer par le verre à moitié plein. En fait, c'est plein de signaux faibles, alors relativement faibles, mais plein de signaux qui montrent un engouement pour le non-coté. Je dirais que qu'est-ce qu'il faut lire dans cette annonce de JP Morgan qui met en place une division dédiée au non-coté? En fait, tout simplement que ne pas être coté en bourse, c'est un vrai choix stratégique qui peut être tenable. Et en fait, les banques s'équipent pour pouvoir équiper ces entreprises qui souhaitent continuer à être privées, donc ne pas être cotées en bourse. Et en fait, ça, c'est un vrai premier enjeu. D'accord, mais donc ça veut dire aussi que des grands acteurs du monde coté disent ok, la stratégie, ça peut être aussi de ne pas aller sur les marchés cotés et on peut se financer autrement. Oui, exactement. D'accord. Et je dirais qu'en fait, il y a plein d'indicateurs qui montrent ça. Mais premier indicateur, c'est l'âge des sociétés qui se cotent en bourse. Dans les années 2000, il fallait attendre 6 ans pour se coter en bourse. Aujourd'hui, l'âge moyen de celles qui se cotent en bourse, c'est plutôt 14 ans. D'accord. Donc on attend de plus en plus longtemps pour se coter en bourse. D'accord. Et je dirais, quand on regarde le nombre d'entreprises cotées en bourse, c'est pas un nombre qui augmente. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est un nombre qui a été divisé par 2 en 15 ans. Donc c'est assez dramatique dans le sens anglais, c'est-à-dire vraiment c'est assez notable. En Europe, on est plutôt flat. Donc il y a un vrai sujet sur le fait de ne pas se coter en bourse, où c'est de plus en plus un choix assumé. De ne pas y aller. C'est plus la sortie forcément d'une stratégie de capital investissement et c'est plus forcément un moyen d'accompagner la croissance. Exactement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a l'ampleur du private equity, on a l'ampleur des banques qui commencent à équiper aussi en termes de division pour accompagner ces entreprises dans le non-coté et rester non-coté. On peut citer l'exemple de la plus grosse entreprise non-cotée aujourd'hui, c'est SpaceX. Ouais. Elle est plus grosse que... Alors effectivement, il y a des qui sujets potentiellement pourraient aller en bourse. Qui pourraient aller en bourse, mais effectivement, jusqu'à présent, c'est une entreprise qui dépasse le milliard de valorisation et qui n'est toujours pas cotée en bourse. Oui, donc elle est plus grosse que la plus grosse entreprise en France. Bien sûr. Donc c'est assez notable. La plus grosse entreprise cotée en France. Pardon, oui. La plus grosse entreprise cotée en France, exactement. Donc ça, c'est peut-être le premier aspect. Donc ça, c'est un aspect très positif. Le deuxième aspect, c'est si on tourne plutôt du côté des investisseurs, et notamment donc des particuliers, qu'est-ce que ça montre, cette Wall Streetisation? Ça montre aussi un intérêt et aussi un effort pour rendre cette classe d'actifs de plus en plus lisible, de plus en plus intelligible. Oui. Exactement. Les indices que vous avez cités, c'est aussi une façon de se dire, en fait, je vais pouvoir comparer la performance de mon investissement par rapport à la moyenne de ce marché. D'accord. Donc ça, c'est le côté positif. On a plein de signes d'appétence. En fait. Est-ce que ça montre une retailisation du non-coté aussi, si les gestionnaires d'indices se posent la question de savoir comment rendre le marché plus intelligible? Ça veut dire que potentiellement, on va s'adresser à la clientèle retail derrière, ou pas forcément? Oui, et effectivement, pour une clientèle retail, se dire qu'on investit dans un ETF qui est indexé sur les performances du private equity, c'est assez alléchant. D'accord. Bon. On rentre maintenant du coup sur la partie le verre à moitié vide. Alors, c'est qu'il y a un certain nombre de limites, et je dirais que la limite la plus importante, et celle sur laquelle il faut absolument pas transiger, c'est le fait que le non-coté, c'est une classe d'actifs sur laquelle il y a une dispersion énorme de performance. C'est-à-dire que si vous me dites, Paul, le non-coté fait 12% de performance, je vous dirais, c'est vrai, c'est la moyenne, et c'est l'ordre de grandeur auquel il faut s'attendre.
D'accord. Mais derrière, Mais derrière, en fait, c'est une classe d'actifs sur laquelle les performances vont de négatif à plus 30%. Et c'est normal. Et en fait, cette classe d'actifs, elle est faite comme ça. Elle est faite d'une adéquation entre un gérant et une société en portefeuille qui va développer une thèse d'investissement et délivrer un plan de création de valeur. Et que, évidemment, ça peut très bien marcher. Donc, on peut avoir des performances très, très élevées, mais il y a des échecs. Et cet échec, il ne peut pas être masqué par une moyenne. Donc, je dirais que... après, c'est la même chose en bourse. Il y a des échecs aussi en bourse. Alors, tout à fait, tout à fait. Mais je dirais que quand on regarde la dispersion, alors là, je vais plutôt me tourner du côté des fonds. Oui. Donc, vraiment, on investit sur plusieurs sociétés à la fois. D'accord. Et donc, vous avez des fonds cotés, des OPCVM, et des fonds non cotés, des fonds d'investissement de private equity. Là, pour le coup, vous avez une dispersion assez faible dans le non-coté. En fait, on va avoir un indice et on va essayer de suivre cet indice. Et dans le non-coté, pour le coup, il n'y a pas d'indice. Et donc, ça crée une dispersion énorme. Okay. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, tout ça effectivement, comme vous le dites, on peut investir dans des ETF et avoir la performance moyenne du private equity. Enfin, ça n'existe pas aujourd'hui, mais en tout cas, quand on voit les gestionnaires d'indices qui s'intéressent, on peut se poser la question si ça n'existera pas demain. Alors, j'ai été invité, moi, au lancement d'un ETF d'une grande banque d'investissement américaine qui lançait son ETF D'accord, ok. qui traque le private equity. Donc, c'est en train de se produire. Ça se crée en ce et moment. Et ça, c'était la semaine dernière. D'accord, ok. Donc, c'est en train de se produire et effectivement, ça va pouvoir donner accès à ça. Mais c'est une classe d'actifs qui est donc avec cette grande dispersion. Et la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une classe d'actifs qui est illiquide. Oui. Et l'ETF, évidemment, va pouvoir entrer, sortir, etc. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va obtenir les performances du private equity. Ok. Donc il faut en être bien conscient, c'est une bonne chose. Ça permet d'alimenter ce système qui est très très profond, qui permet une grande diversification. Donc il y a plein de côtés très positifs. Mais pour celui qui veut avoir les performances du private equity, en fait, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. D'accord. Et justement, ça rejoint la prochaine question. Est-ce que ça facilite pas l'investissement pour celui ou celle qui se pose la question d'en intégrer dans la gestion de son patrimoine, mais qui appartient à la clientèle retail, alors peut-être fortunée, plus ou moins fortunée, mais en tout cas qui a un comportement particulier en matière d'investissement. Alors, je dirais que le particulier qui souhaite avoir du private equity dans son portefeuille, effectivement, l'ETF va pouvoir être une façon d'y être exposé. D'accord. Mais ce n'est pas la façon dont les institutionnels qui obtiennent des performances les plus élevées s'y exposent. D'accord. Et la façon de le faire de façon la plus correcte possible, d'un point de vue de l'adéquation entre la théorie et la pratique, c'est d'accepter cette illiquidité. D'accord, et donc de se dire sur le long terme. D'investir sur le long terme, de se projeter sur le long terme, et de se dire que ce dans quoi on investit, comme je le disais, c'est une aventure entre une entreprise et un gérant qui vont développer une thèse de création de valeur, qui vont se donner le temps de le faire, et c'est parce qu'ils se donnent le temps de le faire que cette classe d'actifs est illiquide, et que celui qui veut investir dans le private equity et en tirer tous les fruits doit être patient. Et est-ce qu'au-delà de l'idée d'ETF sur le non-coté, mais l'idée d'avoir des indicateurs, au même titre qu'on a des indices en bourse, des indicateurs de tendance un petit peu sectoriels, géographiques ou autres, est-ce que ça ne va pas faciliter les choix d'investissement des professionnels de la gestion de patrimoine, des particuliers ou autres, dans ce monde du non-coté qui s'ouvre effectivement au grand public, mais qui reste parfois difficilement compréhensible pour ceux qui ne le connaissaient pas avant? Oui, alors je dirais qu'on va avoir l'illusion de pouvoir comparer les performances. Mais aujourd'hui, les performances que vous allez voir dans un indice de non-coté, c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans en termes de décision d'investissement. D'accord. Et donc, on va avoir l'illusion que voilà, on rentre dans un nouvel investissement, on va pouvoir comparer les performances. Mais en fait, je reviens sur les fondamentaux du private equity. C'est le temps long. C'est le temps long. Les performances des premières années, si tout se passe bien, c'est flat. Il n'y a pas de performance. D'accord. Et en fait, elles viennent à partir de l'année 3, 4, 5. Et là, vous voyez votre performance décoller. Et donc, dans les cas favorables, évidemment. Mais donc, si vous n'avez pas cette patience et que vous regardez frénétiquement la performance de votre investissement sur les 3 premières années comparée à l'indice, vous allez vous dire « Ah, je me suis planté ». D'accord. Et en fait, alors il ne faut pas tomber dans ce piège. On aura oublié l'essentiel qui est la conviction et la qualité de la société, de l'équipe de gestion. Exactement. Les performances de demain, c'est aujourd'hui que je les décide. Mais je vais pas les voir pendant 3-4 ans. Merci Paul Moreno-Blosville de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président d'Opale Capital. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.